Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour Wall Street Hebdo. Vous avez l'habitude maintenant, ce rendez-vous qu'on prépare chaque semaine avec Paul et que vous retrouvez tous les lundis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. Vous pouvez vous abonner, bien sûr, pensez à le faire à la chaîne YouTube de l'Atelier des Options, à liker, à partager ce contenu s'il vous a plu, et puis à nous faire part de vos commentaires dans le suivi de cette vidéo. C'est toujours un plaisir d'interagir avec vous, soit pour améliorer ce contenu, soit pour bien répondre à vos questions si vous en avez. Un programme intéressant et riche cette semaine, ça va être une semaine technique d'échéance des marchés dérivés. C'est pas une échéance majeure, celle du mois de novembre, mais vendredi sera quand même une journée d'expiration des trois sorcières, donc ça peut avoir des incidences sur le marché. On va aller voir l'état des forces en présence, bien sûr, comme toujours. Un calendrier qui va être intéressant, encore une fois, au cours de cette semaine. On ira faire un point sur la configuration graphique et l'état des forces en présence sur le S&P. Les ratios put-call des valeurs qui vont publier cette semaine et puis leur configuration graphique. On a des choses intéressantes. Il y a Nvidia, mais pas que. Cette semaine, on va aller voir ça. Et puis, volume inhabituel détecté aussi par Paul sur les sous-jacents directement ou des volumes inhabituels d'options qui nous permettent de détecter des stratégies mises en place par des gros acteurs du marché. Très grosse stratégie, notamment cette semaine. Et puis, on terminera comme toujours par un cas d'école, une stratégie qu'on vous propose de mettre en place tous les lundis à l'ouverture des marchés américains. C'est ce qu'on fait systématiquement et avec un taux de réussite qui est plutôt pas mal pour l'instant. Alors, au programme, avant de commencer, cette semaine, nous allons effectuer un webinaire gratuit avec un partenaire, Sequoia. Donc, webinaire gratuit mercredi soir. Vous pouvez vous inscrire pour avoir toutes les modalités. Abonnez-vous à notre newsletter sur le site de l'Atelier des Options et vous aurez tous les éléments. Vous savez qu'on communique avec vous sur tout ce qu'on peut faire comme événement auquel on peut participer. Et puis, toujours disponible aussi parmi les différents événements, un événement auquel nous allons participer bientôt et au cours duquel vous aurez la possibilité de gagner notre formation à l'analyse graphique, une formation qui a une valeur de 700 €. Donc, pensez à vous abonner à cette newsletter pour avoir toutes les informations et pouvoir nous suivre partout. Au programme cette semaine, et bien sûr, le calendrier comme toujours. Alors, semaine d'échéance des marchés dérivés, effectivement, et on va avoir mercredi les minutes de la Fed, le compte-rendu de la dernière réunion. On n'a pas toujours des éléments nouveaux dans ce compte-rendu, mais parfois les opérateurs y détectent des éléments. C'est toujours à surveiller, donc c'est publié mercredi soir, en fin de journée à Paris, entre 19 et 20 heures. C'est 20 heures, il me semble, heure de Paris. Jeudi, peut-être les chiffres mensuels de l'emploi. Vous savez que bien, le shutdown est manifestement terminé. Maintenant, le bureau des statistiques est en train de compiler les données disponibles. Et donc, peut-être mercredi, jeudi, les chiffres mensuels de l'emploi à Wall Street. Donc, important à 14h30 à surveiller dans la mesure où ils pourront être publiés. Et puis, vendredi, des indices PMI, donc indices des directeurs d'achat manufacturiers et dans les services qui seront publiés normalement aussi. Donc ça, des indices avancés sur la santé de l'économie, toujours intéressant. Évidemment, c'est toujours pour l'instant la micro qui prime, avec au programme cette semaine, mardi, Home Depot qui va publier, mercredi ce sera Nvidia, et puis Palo Alto Networks dans une moindre importance, et jeudi ce sera autour de Walmart. Alors vous avez comme toujours en couleur les ratios put-call, quand c'est très vert, comme c'est le cas pour Home Depot et Walmart, ça veut dire que les opérateurs sont très prudents, très pessimistes, donc que c'est potentiellement haussier, d'où la couleur verte. Quand c'est rouge, c'est que les opérateurs sont hyper complaisants, on n'en a pas cette semaine. Quand c'est orange, comme c'est le cas pour Nvidia, c'est que les opérateurs sont optimistes. Et quand c'est jaune, c'est qu'ils sont modérément optimistes, comme Palo Alto. Donc Nvidia, assez optimiste, mais on ne peut pas parler d'un ratio de complaisance ou d'euphorie comme on a pu le connaître par le passé. On va quand même aller voir les configurations graphiques de Home Depot, Nvidia et Walmart, mais on ne s'attardera pas sur Palo Alto, pour lequel on est entre deux eaux. Il n'y a pas vraiment d'éléments particuliers de ce côté-là. Par ailleurs, c'est une semaine d'échéance. Vendredi, donc, se tiendra l'échéance des trois sorcières du mois de novembre. Encore une fois, toujours un moment intéressant. On peut noter au cours de cette semaine plusieurs choses. Je voulais faire une petite parenthèse. Les positions ouvertes sur les options sont relativement faibles par rapport à la moyenne. Sur Nvidia, par exemple, au mois de mai, on avait 5 millions de contrats d'options ouverts. Au mois d'août, c'était 3 millions. Là, on aborde cette échéance, de cette saison de publication, avec 2 500 000 contrats d'options ouverts uniquement. J'ai envie de dire, c'est gigantesque, mais c'est quand même 2 fois moins que ce qu'on avait au mois de mai, donc un intérêt qui diminue. On aborde la fin de l'année, on est après la mi-novembre, et les opérateurs, les traders, ont des consignes, ils ont des books, et quand l'année a été
été très haussière, comme ça a été le cas ici, même s'il y a eu des contre-pieds assez marqués, on peut imaginer que la plupart des traders aient réalisé de beaux scores, de très bonnes performances. Et dans ces cas-là, les consignes sont à partir de la fin du mois d'octobre de lever le pied et de ne plus prendre de risques, hein. Les chiffres et les performances ont été faites pour l'année. Il n'est plus question pour les traders d'aller prendre des gros risques. Donc, ils se mettent en retrait et donc on ferme les books. C'est-à-dire qu'ils sont quand même là, ils travaillent quand même, mais avec beaucoup moins de prise de risque et beaucoup moins de positions. Ça fait que la liquidité est moindre et ça fait qu'on peut assister à des décalages dans le marché qui sont un peu plus brutaux. On le voit sur la position d'option, hein, qui est quand même 2 fois moins importante, comme je vous le disais, sur Nvidia que ce qu'elle était au mois de mai dernier, par exemple. Et puis, ça le fait sur le marché aussi, qui décale de façon un peu plus violente, un peu plus brutale. Donc, ça permet aussi de comprendre, de prendre un petit peu de recul sur le fonctionnement du marché. Donc, semaine d'expiration, c'est toujours important à regarder. Évidemment, même si novembre n'est qu'une mensuelle. Je voulais faire avec vous un point sur les stratégies. On a un total de 36 stratégies en cours. Je prends en compte celles que nous allons ouvrir aujourd'hui. Je ne l'ai pas affiché pour l'instant. On les garde pour la fin de l'émission. En revanche, on a clôturé en gain le bull put spread qu'on avait ouvert le 3 novembre. Il a été clôturé en gain la semaine dernière. Donc, une nouvelle stratégie gagnante. Reste en cours 3 stratégies, en comptant celle qu'on va ouvrir aujourd'hui. Costco, toujours, qui était ouvert, donc un bull put spread ouvert le 6 octobre. Et puis le diagonal spread sur Lyft qui a été ouvert lundi dernier, qui est bien parti avec un peu de volatilité. Et donc c'est pour ça que je voulais faire un point avec vous dès le début de l'émission, pour faire un point avec vous sur Lyft, puisque ça n'est pas une stratégie mécanique et systématique comme la plupart des stratégies que propose Paul habituellement et qu'on crée ensemble, qui sont basées sur du backtest, mais c'est une stratégie qui est basée sur l'analyse graphique. Donc je voulais montrer ce qu'il en est graphiquement du titre pour vous aider, puisqu'encore une fois on ne peut pas faire de conseils, mais vous aider à gérer cette position. Lyft, on avait détecté ensemble un rounding bottom la semaine dernière. Je vais rezoomer en journalier pour que vous la voyez bien. Alors, je vais dézoomer en mensuel pour commencer, pour qu'on la voit bien. Donc, cette grande zone de congestion entre 8,99 et 19,38, avec un rounding bottom ou une tasse et anse, soit on la prend très large et on voit cet arrondi, soit on prend cette tasse et anse. Dans les deux cas, eh bien, une configuration qui, au-delà de 19,38, nous donne un signal haussier. Ça s'est produit effectivement la semaine dernière, puisqu'on a pris sur la semaine 14%, donc une accélération haussière qui a été significative, mais un peu de volatilité en fin de semaine contre cette grosse résistance à 23,49. Maintenant, en zoomant un petit peu, donc je vous rappelle que la cible idéale de ce mouvement, c'est 29,10. On pourrait avoir des extensions supplémentaires. On a choisi cette cible. Encore une fois, si on prend toute la taille, encore une fois, c'est la difficulté du rounding bottom, hein, c'est de voir quelle taille de structure on prend. C'est un arrondi de long terme, mais il n'y a pas de ligne de coupe parfaite. Alors peut-être celle-ci qu'on peut utiliser aussi, et dans ce cas-là, avoir des cibles qui sont un peu plus lointaines pour viser des extensions, même un peu au-delà de ce qu'on a indiqué. Nous, on a choisi en tout cas comme cible 29,10 et sinon 32,48 est envisageable. Donc, accélération haussière, latéralisation, et puis on a recherché la borne haute, ce gros niveau de résistance à 23,49. C'est vraiment un niveau pivot et je voulais vous montrer en journalier comment le titre a réagi. Alors, on a une accélération haussière en gap dès lundi, donc on a pu entrer sur le cours d'ouverture avec un gap, mais une accélération qui s'est bien mise en place, et puis un titre qui a accéléré et a retracé un petit peu ensuite à partir de jeudi dans des volumes qui ont été moins importants. Donc à mon sens, la stratégie, tant qu'on est toujours autour ou au-delà de 23,49, reste valable. Le titre est en préouverture aux alentours de 23,33, ça oscille, mais on a baissé avec des volumes qui sont relativement faibles. Donc l'idée, c'est que tant qu'on est au-delà, à mon sens, je vais dézoomer en hebdomadaire pour reprendre la stratégie un peu, de façon un peu plus large. Est-ce qu'on la voit bien comme ça? Je vais rester en mensuel, pardon, ça va être le plus clair. Pour moi, tant qu'on a débordé ce niveau de 19,38, la stratégie reste haussière et la réactivation haussière de long terme, hein, c'est une stratégie, c'est un retournement qui date de mai 2022, qui a été validé en septembre dernier. Donc le fait, pour la première fois qu'on déborde au mois de septembre ce niveau de 19,38, donne ce signal d'achat. Après, on latéralise entre les deux, et donc tant qu'on est au-delà de 19,38, pour moi, la stratégie reste valable. Maintenant, au plus court et pour les plus dynamiques, il est clair que de prendre du bénéfice n'est pas un mauvais signal, et comme on est en train d'osciller autour de cette résistance qui est importante à 23,49, on peut dire pour les plus prudents de prendre son bénéfice si on clôture une ou deux séances en dessous de 23,49, donc de sortir dès l'ouverture aujourd'hui pour les plus prudents. Ça c'est discrétionnaire encore une fois selon son aversion au risque, on reste quand même gagnant sur la stratégie même si évidemment il y a un moindre bénéfice. Pour moi, tant qu'on est au-delà de 19,38, ça n'est pas un conseil, encore une fois, libre à chacun de le gérer comme il le souhaite, on peut rester positionné à l'achat sur le titre. Il y a un autre niveau qui est, et conserver cette stratégie, il y a un autre niveau qui est clé, c'est la sortie de ce triangle
triangle qu'on avait identifié, hein, qui a été explosif à la hausse. Et donc le retour sous la borne basse du triangle, donc le fait d'aller tester le triangle n'est pas un problème, mais de revenir sous la borne basse, la borne haute de ce triangle, donc cette oblique, peut être un signal d'alerte et d'invalidation de la sortie par le haut. Donc on a aussi cette possibilité de prendre du bénéfice à ce niveau-là. C'est ce qu'on va choisir nous, on va monitorer le trade pour cette semaine ici, et tant qu'on est au-delà de cette oblique, parce que là c'est une compression qui date du 17 septembre, avec sortie par le haut en novembre, donc 2 mois de compression pour sortir par le haut, on accélère, on prend un peu de bénéfice dans des volumes moindres, c'est pas très gênant. Donc on va prendre ce point de repère à, on va dire au milieu de la semaine, 21,76 comme niveau de risque, ou si on passait sous cette oblique baissière, donc plus tôt dans la semaine. Pour l'instant, tant qu'on est autour ou au-delà de 23,49, pour moi la stratégie reste valable, le niveau d'alerte sérieux c'est 19,38, puisqu'on mettrait fin à cette sortie haussière, et le premier niveau d'alerte raisonnable, on va dire, en stratégie, c'est 21,76. Donc libre à chacun. Les plus prudents prendront leurs bénéfices dès l'ouverture aujourd'hui, considérant que bien on a invalidé, on n'est pas passé au-delà de 23,49. Pour notre part, on va conserver la stratégie tant qu'on est au-delà de ce niveau, donc de cette oblique, donc à monitorer tout au long de la semaine, qu'on va situer arbitrairement à 21,76. Et puis pour les plus long-termistes, eh bien cette idée que sous 19,38 on invalide le scénario. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. J'ai pris un petit peu de temps pour ça, mais comme c'est une stratégie un petit peu différente, encore une fois, je vous donne des idées pour travailler et suivre cette stratégie au mieux. Je vous rappelle qu'on avait ouvert un diagonal spread, donc avec une stratégie donc haussière, sur laquelle on jouait sur 2 expirations, un achat de call lointain et une vente de call plus proche, pour financer une partie de la stratégie, et donc avec cette possibilité de rouler cette vente de call dans le temps pour bien continuer à payer une partie de la stratégie. Donc pour nous, on conserve, et voilà les niveaux. Après être passé donc un peu longuement sur cette stratégie, je voulais vous montrer évidemment comme toujours le S&P. S&P en mensuel, voilà les enjeux. On est toujours, vous le savez, en train de tester la borne haute de ce canal haussier de très long terme. Ce canal haussier il est actif depuis 2018. Borne haute, basse, je reviens pas dessus, on l'a vu plusieurs fois. Et là, on est en train de tester la borne haute. Donc évidemment, un enjeu important pour le moment, avec encore une fois des books qui se vident un peu, hein, des opérateurs qui sont moins présents, on le voit compte tenu des décalages, un coup d'arrêt dans la tendance, hein, avec un gap haussier hebdomadaire, une bougie en étoile filante, avalement baissier la semaine précédente, et puis la semaine dernière, une grosse bougie d'indécision. On termine quand même sur la semaine, finalement, dans une configuration de hausse, hein, plus 0,08%, donc on stabilise très légèrement, au-delà de ce gros support qu'on avait indiqué ensemble à 6733, on termine à 6734,11, donc on sauve les meubles de notre niveau d'alerte, hein, qu'on avait fixé ensemble depuis longtemps. Je vous remets l'état des positions ouvertes, voilà, qui est ici, je le cherchais. Les positions ouvertes, donc c'est pas significatif pour la semaine, ça a augmenté légèrement sur le futur, mais comme on entame une semaine d'échéance, j'ai pas d'éléments particuliers à vous donner de ce côté-là. Du ratio put-call, on était à 0,84 la semaine dernière, on était plus prudent, la volatilité et le stress, ça fait qu'elle remonte un petit peu. On arrive en zone d'optimisme, on n'est plus en hyper-complaisance ou en complaisance comme on l'était précédemment, donc des opérateurs qui sont un peu plus prudents, un peu plus protégés pour entamer cette semaine d'expiration. L'enjeu, c'est toujours la sortie de ce range 6733-6920. Si on clôture en dessous, eh bien, on a des chances d'aller chercher 6550 et de réintégrer la borne haute du canal haussier de long terme. Si on déborde, eh bien, la médiane à 6820, c'est la borne haute à 6920, et puis les extensions, vous les avez ici, 7001 et 7106, pourquoi pas, si le marché va repartir à la hausse. C'est pas le scénario qu'on privilégie, compte tenu de ce coup d'arrêt dans la tendance depuis quelques séances maintenant. On privilégie plutôt une latéralisation, avec même peut-être éventuellement un petit peu de prudence compte tenu de la volatilité, mais latéralisation est une période de l'année qui, encore une fois, est plutôt propice à des rallyes, donc pourquoi pas des réactions haussières. Alors, je zoome en journalier parce que, regardez le comportement du S&P, extrêmement intéressant. On a toujours ce gap baissier laissé ouvert jeudi dernier, mais regardez où on a ouvert au cours de la séance de vendredi avant de rebondir, sur la borne haute du canal haussier de long terme, donc ce niveau vraiment identifié par le marché et par les opérateurs, qu'on a testé en séance, mais qu'on a réintégré. Et on vient buter contre cette résistance. Donc un marché qui reste quand même hyper technique, qui, bien qu'il ait donné des signes de fragilité récemment, est à monitorer. Donc
tant qu'on est au-delà ou autour de 6733, tout va bien. Premier niveau d'alerte, on va dire, c'est cet oblique et ce niveau de support à 6699. En dessous, on risque d'accélérer, d'aller chercher la zone 6664, 6644, et puis surtout d'aller chercher le bas du range à 6550. Dans ces cas-là, on donnerait un signal un peu négatif, avec un risque de pause un peu plus prolongé dans le marché, et d'aller tester l'alerte de moyen terme, hein, c'est 6550. La rupture de ce niveau donnera un très mauvais signal dans ce cas-là. Pour l'instant, on n'y est pas, on se stabilise. Alors, on va voir si on a le momentum pour aller rechercher ce niveau de 6820 et aller se stabiliser donc dans ce range 6733, 6920. On va donc surveiller le comportement de l'indice pour l'instant, qui encore une fois est plus en proie à des mouvements un peu spéculatifs qu'à du fond. Il y a moins d'acteurs, encore une fois, dans cette configuration de marché. Donc des niveaux techniques qui sont bien respectés, bien identifiés. Attention, sous 6644, du mieux au-delà de 6733. C'est bien parti pour d'ailleurs, parce que les futurs sont en hausse pour l'instant. Donc on stabilise manifestement, pas d'inquiétude majeure à court terme, même si je rappelle, et je vais insister là-dessus ici, que c'est peut-être une phase de distribution à laquelle on assiste, et que le éventuel rebond auquel on va assister ici va être très important. Sa nature va nous permettre d'en savoir plus sur le comportement des opérateurs et des gros acteurs du marché. On a quand même eu des volumes assez lourds dans ce mouvement que je me trahis, j'ai un biais, mais dans ce mouvement potentiel de distribution, donc à surveiller. Voilà, parmi les éléments qu'on va regarder pour la semaine, on a Home Depot, un ratio put-call qui est extrêmement pessimiste. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des ratios put-call qui étaient pessimistes comme ça. C'est pour ça que ça valait le coup de jeter un œil. Je vous le donne tout de suite en détail, ce ratio put-call sur Home Depot. Je vais donner un chiffre exact. On a Home Depot avec un ratio put-call à 1,65. 1,65, ça fait partie des ratios les plus pessimistes qu'on ait rencontrés avant publication. Alors, encore une fois, c'est la publication qui prévaut toujours. Home Depot est un titre qui a buté contre ce gros niveau de résistance à 424,60 en septembre dernier, qui baisse depuis, contrairement à la plupart des titres qui ont plutôt rebondi depuis le mois de septembre. Une configuration baissière qui n'est pas invalidée, mais on est entre deux eaux dans un range 349,30, 380,80. Cependant, j'ai identifié ce support, cette oblique haussière, testé une fois en avril, une fois en juin et la semaine dernière ici, qui offre un niveau donc d'une ligne de tendance haussière de long terme et un niveau de support à préserver absolument. Donc, tant qu'on est au-delà de ce niveau et de ce plus bas 359,80 et de cette oblique par définition pour la semaine qui est plutôt située à 360,60, eh bien, le titre pourrait rebondir ou se stabiliser. Encore une fois, on a bien eu une configuration baissière en deux temps, accélération baissière, stabilisation, et puis la deuxième vague de baisse. Donc, on est peut-être au bout du mouvement baissier à surveiller. Donc, sous 359,80, le message redevient négatif. Au-delà, eh bien, on peut rebondir et aller chercher 380,80. On n'a pas de figure de retournement haussière, un tout petit peu de divergence sur quelques oscillateurs, mais c'est assez maigre, et plutôt des volumes baissiers. Donc, encore une fois, c'est la publication qui prévaudra, mais on a, avec ce ratio à 1,65, un ratio hyper pessimiste. Encore une fois, ça signifie qu'il y a beaucoup plus d'options de vente que d'options d'achat autour de la monnaie. Donc, ça signifie que les opérateurs eh bien, sont peut-être un peu prudents dans ce contexte, et donc on peut envisager un rebond ou un contre-pied au moins technique au moment de la publication. Encore une fois, la publication prévaudra avant tout. Voilà pour Home Depot, ce que je voulais vous montrer. Autre publication qui nous intéresse avant d'aller voir Nvidia, c'est Walmart. Même chose pour Walmart, 1,44 le ratio put-call pour Walmart cette semaine. Walmart est ici et le titre évolue au sein d'un canal haussier en hebdomadaire. Si vous voulez la configuration en mensuel, elle est là. Le titre avait accéléré à la hausse, c'était testé ou se rapprocher d'une résistance majeure à 110,30. Depuis, on stabilise entre 98,96 et 104 et 104,64 en hebdomadaire. Voilà ce que ça donne. On a depuis le mois de mai dernier un petit canal haussier, donc c'est relativement mou comme mouvement, mais un petit canal haussier qui nous a permis de nous réinstaller au-delà de 98,96 dans cette zone de range. Donc on est au milieu du range, mais on a rebondi sur la borne basse du canal haussier, testé plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, donc une ligne de tendance haussière qui est clé pour Walmart aussi, et un ratio put-call encore une fois à 1,44 qui nous incite à penser que les opérateurs sont un peu pessimistes et qu'on pourra avoir des surprises haussières. Donc si c'est le cas, on va rallier 104,64 et au débordement de 104,64, 110,30, on peut envisager des mouvements de taille équivalent à ce range pour la suite et pour aller former de nouveaux
plus haut. Donc dans ces cas-là, des mouvements haussiers, sortir de la borne haute du canal haussier de long terme et pourquoi pas des accélérations haussières. Encore une fois, on n'attend pas de grosses initiatives, je les indique quand même, mais on n'attend pas de grosses initiatives au cours de cette séquence de fin d'année, mais peut-être des petits arbitrages positifs. Donc encore une fois, un excès de pessimisme et puis un excès de pessimisme qui nous sert de point de repère dans ce marché dans lequel on était un peu chahuté et qui nous indique que bien les opérateurs sont assez prudents sur les publications à venir, donc peut-être du mieux, et c'est ce qu'indiquent les futurs pour l'instant, en tout cas à court terme. Évidemment, la dernière publication de la semaine qui va nous intéresser, c'est Nvidia. On va aller voir la configuration graphique. Je n'ai pas d'éléments hyper précis en termes de signaux. On est haussier sur Nvidia, sans blague, avec donc un titre qui s'établit dans un grand range 152,90, 222. À mon sens, je l'ai même élargi un peu hier manifestement en préparant cette émission. Donc des extensions, ça c'est du long terme, hein, mais je vous les indique quand même. Voilà. Potentiel à long terme, donc pour Nvidia 291,90, 291,10, ça c'est vraiment du très très long terme. On n'en est pas là, mais je trace des éléments possibles. Donc voilà. Alors, pour l'instant, on est dans le range 183,16, 222, et si on zoome en hebdomadaire, voilà, détecter aussi un canal haussier sur Nvidia, borne basse, testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, donc très bien testé, un peu enfoncé ici, mais c'est tout, et borne haute, testé une fois, deux fois et trois fois ici, on a tenté de déborder la borne haute du canal haussier, on n'y est pas parvenu, retour brutal sur la borne basse, mais voilà où on se situe. Donc le range, c'est 183,16, 205,50. On est pile au milieu. On a un ratio put-call qui est optimiste. Hein, il est à 0,53. On entre dans une zone d'optimisme assez fort, mais sur les titres, c'est plus le cas que sur les indices. Donc, on est optimiste en amont des publications. Ceci dit, manifestement, d'après les commentaires de Jensen Huang, la demande est toujours indécente, comme il le dit lui-même, sur les semi-conducteurs, sur les puces Nvidia. Donc, manifestement, des chiffres qui vont être bons. Il ne va pas falloir décevoir le consensus avec ce niveau de ratio, mais encore une fois, on n'est pas des ratios extrêmes à 0,3, 0,30 ou 0,25 qui rendraient le potentiel haussier difficile et plus compliqué pour la suite. Donc, premier niveau, c'est 195,40 à déborder, 190 en dessous. Ça peut être un peu volatile au cours de cette semaine en attendant la publication de mercredi soir. Voilà les enjeux graphiques. Donc, si on déborde 202,50, cible 222. Si on rompt 183,16, eh bien 164,10 comme premier support, c'est un niveau d'alerte relatif. Le gros niveau d'alerte, c'est 152,90. Ça serait un très mauvais message de repasser en dessous. On n'en est pas là. Il y a de la volatilité, des ajustements. Une position verte qui a diminué. Hein, je vous rappelle, 5 millions de contrats d'options ouverts au mois de mai. Et là, uniquement 2 500 000 uniquement. Hein, si je puis dire, c'est gigantesque. Hein, c'est colossal en termes d'intérêt sur les options. Mais c'est 2 fois moins que ce qu'on avait rencontré précédemment. Donc, il y a eu aussi un peu de purge de ce côté-là. Donc, voilà la configuration graphique pour Nvidia entre deux eaux, en partie haute, au-delà de range majeur. Et au sein d'un canal haussier, vous avez les éléments pour anticiper cette publication sur laquelle on ne voit pas d'excès. Et encore une fois, c'est la publication elle-même qui prévaudra. Paul nous a permis de détecter un volume inhabituel. Il a détecté un volume inhabituel sur un titre, sur plein de titres la semaine dernière, mais une configuration qui m'a intéressé particulièrement, c'est ExxonMobil. Là, c'est un volume inhabituel sur le sous-jacent lui-même, hein, de volume d'action inhabituel. Et effectivement, ExxonMobil a un comportement intéressant. Le titre évolue, là on est en mensuel au sein d'un canal haussier depuis septembre 2022, hein, des bornes qui ont été testées, mais plutôt pas mal ici, et surtout en borne haute, qui est des éléments qui sont bien propres. Le titre évolue au sein d'un range 101,13, 117,30. Je le laisse toujours en borne haute 117,30. Donc 101,13, 117,30 testé depuis le mois d'octobre 2024. On était toujours systématiquement sous ce niveau-là. Et puis, on a reconstruit une ligne de tendance haussière et on a débordé pour la première fois, pour l'instant, depuis des semaines, ce niveau de 117,30. Donc, cette configuration intéressante, on peut y voir, alors en fonction du niveau qu'on va choisir, éventuellement, si on réajuste un peu, un triangle rectangle avec une borne basse de plus en plus haute et puis une borne plate ici qui a été débordée. Bon, je préfère laisser le niveau où il était à 117,30 et considérer qu'on déborde et qu'on a débordé pour la première fois depuis maintenant octobre 2024 ce niveau. Or, c'est vrai qu'il y a eu une rotation sectorielle à Wall Street la semaine dernière. On l'a enregistré. Les valeurs énergétiques ont mieux performé que les valeurs technologiques.
psychologique nettement, entre autres. Donc peut-être des arbitrages qui sont en train de se mettre en place de ce côté-là, et Exxon en est un bon exemple. Donc, tant qu'on est au-delà de 117,30, bien cible suivante, pourquoi pas 133,50, et la borne haute de ce grand canal haussier qui est actif depuis maintenant au moins septembre 2022. Donc intéressant à surveiller. On le voit mieux d'ailleurs en hebdomadaire. On voit bien qu'il a été très bien travaillé systématiquement, même s'il y a eu quelques entailles dans la borne basse, mais encore une fois, des réactions intéressantes. Donc un petit potentiel haussier et peut-être un arbitrage intéressant à surveiller pour ExxonMobil, un volume inhabituel qui nous permet de zoomer. Et puis parmi les volumes inhabituels aussi, ça, c'est sur les options cette fois-ci. Paul a détecté un volume intéressant, une stratégie intéressante sur Comcast. Comcast, un titre télécom américain, très connu, grosse valeur, et un parcours plutôt lourd depuis le mois de novembre 2024, systématiquement baissier. On est revenu tester un gros support, un support de très long terme pour Comcast qui date de 2018, systématiquement préservé depuis novembre 2016. Donc testé en 2018, testé en 2022, et sur lequel nous revenons aujourd'hui. Or, le titre évolue sous une ligne de tendance baissière qui est très propre, en mensuel, testé une fois, deux fois, trois fois ici, toujours, évidemment, donc sans tendance à très long terme, tendance baissière à long terme, et au-delà de ce support à 25,76. Or, les volumes inhabituels nous ont permis de détecter les screens de Paul nous ont permis de détecter cette stratégie, un achat de 103 000 puts de prix d'exercice 26 et d'échéance 26 décembre prochain, donc c'est sur l'expiration du 26 décembre, et le prix d'exercice est aussi 26, donc une stratégie nettement baissière, et puis une stratégie très haussière, un achat de 112 000 calls de prix d'exercice 28 sur la même échéance, donc probablement le même opérateur qui a ouvert ses positions avec un biais un petit peu plus haussier manifestement que baissier. En tout cas, il a créé ici donc cette stratégie manifestement importante, avec donc l'anticipation et le fait qu'il considère que le sous-jacent va bouger très fortement. Donc ce strangle sur Comcast qui est à repérer et qui est intéressant. Alors encore une fois, à travailler en stratégie, libre, chacun sera libre de sa stratégie, mais manifestement un opérateur qui anticipe un gros mouvement, un mouvement violent sur Comcast qui revient sur les niveaux de support. Donc intéressant de surveiller cette stratégie dans les jours qui viennent. Et puis autre volume inhabituel détecté par Paul, cette fois-ci il est très important. Je me suis amusé à calculer un peu la position en nominal. Il y a un opérateur qui, la semaine dernière, a ouvert 4 grosses lignes d'options sur l'ETF Spot Gold Trust, donc l'ETF GLD, le plus gros ETF sur l'or traité à Wall Street. Or, il a ouvert 107 000 calls de prix d'exercice 390, la même quantité de calls 400, la même quantité de calls 405 et la même quantité de calls 415. Donc une stratégie qui est de plusieurs millions d'euros d'options, plusieurs millions d'euros d'options en prime d'option, et je me suis amusé à calculer en nominal, ça fait un nominal de 4,3 milliards sur l'ETF en question. Donc une grosse prise de position à l'achat extrêmement haussière. Alors, encore une fois, on ne sait pas si c'est propre à une stratégie. Est-ce que c'est quelqu'un qui se hedge et qui était, vendeur d'or et qui se hedge, une grosse stratégie qu'on n'aurait pas repérée par ailleurs, mais c'est quand même une très grosse position haussière. Or, sur l'ETF en question, je vais supprimer un peu les pattes pour faire de la place, qu'on le voit mieux. On est donc dans the range qu'on avait indiqué ensemble, 358,70 en bas, avec un petit gap qui est toujours resté ouvert depuis le 6 octobre, la semaine du 6 octobre. Et puis borne haute, je vais supprimer aussi cette ligne d'option pour rendre les choses plus claires. Et puis borne haute, 397,30. On est vraiment au milieu du range, 375,58. Et donc entre deux eaux, avec un opérateur qui manifestement envisage qu'on aille déborder ce plafond de verre à 397,30 pour aller chercher des extensions, au-delà de 415 manifestement, ou alors de profiter d'un mouvement haussier et d'une accélération haussière pour déboucler sa position avant l'échéance de la stratégie qui est de relativement court terme. Je vérifie l'échéance, c'était
de l'échéance 19 décembre, donc avant l'expiration des options du mois de décembre, donc relativement court terme. Alors, eh bien, cette stratégie est haussière et ça m'amène à la stratégie que nous voulons vous proposer cette semaine avec Paul. On va refaire un bull put spread, donc une stratégie haussière sur l'or. Vous pouvez aller voir nos différentes stratégies disponibles et le détail de chaque stratégie bien expliqué dans notre playlist d'initiation aux options sur la chaîne YouTube de l'atelier des options. Mais en tout cas, le bull put spread, vous avez l'habitude maintenant, on en a réalisé une gagnante il y a encore quelques jours. C'est une stratégie où on va décider de vendre un put en général sous les cours actuels du sous-jacent, qu'on va protéger par un achat de put de prix d'exercice inférieur. Le but étant, encore une fois, de profiter d'un mouvement relativement haussier ou d'une stagnation du sous-jacent. Le principe étant qu'on est gagnant, vous le savez maintenant, vous avez l'habitude, on est gagnant tant que le sous-jacent reste au-delà du niveau de vente de put, et donc de bénéficier de cette stratégie qui reste couverte par un achat de put, ce qui fait qu'en cas de forte accélération baissière, on a un risque qu'on connaît qui est limité. Donc ce bull put spread, une stratégie qui est extrêmement intéressante, qu'on aime beaucoup à l'atelier des options et qui nous permet, donc en fonction du prix d'exercice qu'on va choisir, d'avoir une stratégie plus ou moins agressive. Alors on peut décider de vendre plus proche de la monnaie, on prend plus de risques, mais on encaisse plus de primes. On peut vendre plus bas, on va encaisser moins de primes, mais on limite notre risque. Et puis notre achat de put, notre protection, pareil, plus on va la prendre haute, eh bien plus on va être protégé, mais plus notre prime, tout ce qu'on aura pu encaisser, va être diminué, débité du montant de la prime achetée. Donc si on prend une protection plus lointaine, eh bien on est moins protégé, mais ça nous coûte moins cher. Toujours ce ratio risque-rendement, c'est une stratégie qui a été backtestée par Paul sur plus de 140K et qui obtient une performance qui va de 90 à 96% de réussite selon les prix d'exercice choisis. Donc il n'y a pas une seule stratégie, on va déterminer en fonction des prix d'exercice quelque chose d'optimal. Chacun décidera en fonction de sa sensibilité au risque, mais qui obtient donc un très bon taux de réussite de plus de 90%, même pour le cas de figure le plus défavorable. C'est une stratégie, donc encore une fois, dont on ne peut pas donner les bases en détail, mais qui, pour vous donner un point de repère, est une stratégie qui est basée sur une expiration à 21 jours à partir d'aujourd'hui. Donc encore une fois, libre à chacun, ça n'est pas un conseil, mais chacun pourra décider de l'arbitrer comme il le souhaite, cette stratégie qui a manifestement un excellent taux de réussite par le passé. Voilà les différents éléments que nous voulions vous montrer pour ce début de semaine, une émission assez dense, mais il y a beaucoup de choses à dire dans ce marché. Vous pouvez nous retrouver sur le site de l'Atelier des Options, la chaîne YouTube bien sûr, activez les notifications et likez et partagez ce contenu s'il vous a plu. Excellente semaine à toutes et à tous.